Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir encore une fois pour un nouveau live. Donc le live de ce soir ce sera sur la thématique de l'environnement. Donc comme vous l'avez vu, cette semaine on a travaillé donc toute la thématique de l'environnement. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc mardi et jeudi, donc on a fait vraiment deux lives en format court sur la thématique de l'environnement. Donc n'hésitez pas à les regarder depuis votre compte Ornicar dans votre espace leçon et live. Vous allez avoir votre playlist replay donc dans la playlist cours et vous aurez donc les cours sur l'environnement. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement tester pour ceux qui ont participé au cours, voir si vous avez assimilé ou non vos leçons. Et pour les autres, ça vous permettra également de savoir où vous vous situez donc sur cette thématique. Je vous rappelle que sur les séries thématiques, donc sur 10 questions, ce que je vous demande, c'est de faire maximum 2 fautes, sinon vous devez obligatoirement retravailler votre thématique. Donc je compte sur vous pour me faire 10 sur 10 ce soir. Donc avant de commencer la série, n'oubliez pas d'aller bien dans vos points réglages, enfin dans vos réglages, donc c'est les 3 petits points. Vous vous mettez en 720p, d'accord? Donc pour le réglage vidéo, si vous voyez flou, vous mettez en 720p et on règle son chat sur chat en direct. Une fois que c'est fait, vous me dites prêt dans le chat et c'est parti. Donc semaine prochaine, on se retrouve donc mardi pour un examen blanc. Donc on se mettra en condition examen, donc avec les 20 secondes pour répondre à chaque question. Donc n'hésitez pas à vous connecter si vous souhaitez vous mettre en condition examen. Alors, ok super, vous êtes prêts, donc on y va pour notre série. Alors, première question. Il est préférable de vérifier la pression des pneumatiques. Réponse A, tous les mois. Réponse B, tous les 3 mois. Réponse C, tous les 6 mois. Réponse D, avant de faire un long trajet. Donc, il est préférable de vérifier la pression des pneumatiques tous les mois. Réponse A. Réponse B, tous les 3 mois. Réponse C, tous les 6 mois. Réponse D, avant de faire un long trajet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des lives, vous devez répondre A, B, C ou D dans le chat. Vous pouvez également l'écrire sur une feuille à côté. Comme ça, vous allez me donner ensuite combien de fautes vous avez fait sur 10. Ok, donc je vois un maximum de réponses A et D. Donc réponse A, D. Je valide. Bonne réponse. Donc réponse A et D. Il est préférable de vérifier la pression des pneumatiques, donc tous les mois et avant de faire un long trajet. D'accord? Donc, je vous rappelle, donc on a dit, une fois par mois, vous devez contrôler la pression de vos pneumatiques avant chaque long trajet pour savoir combien vous devez mettre dans votre pneumatique, quelle est la bonne pression adaptée. Pour ça, il suffit de vous aller dans la portière, la plupart du temps c'est la portière donc conducteur, et vous allez avoir une petite étiquette avec marqué justement comment vous devez régler la pression des pneus lorsque votre véhicule est normal ou alors lorsqu'il est chargé, d'accord? Donc, pour savoir, je regarde la petite étiquette à l'intérieur de la porte du conducteur. Alors, quels sont les risques des pneumatiques qui vont être mal gonflés? Vous risquez tout simplement donc un accident important, une explosion donc des pneumatiques, un freinage qui va être de mauvaise qualité. Vous risquez, donc voilà. En tout cas, c'est très dangereux, ça va multiplier le risque d'accident si jamais vous avez des pneus qui sont mal gonflés, que ça soit sous-gonflé ou surgonflé. Alors, sous-gonflé, ça veut dire que vos pneus ne sont pas assez gonflés. Donc, ce qui va faire que ça va être les côtés du pneu qui vont adhérer à la route, qui vont toucher le sol, d'accord? Lorsqu'un pneu il est correctement gonflé, c'est tout le pneumatique qui touche le sol, d'accord? Donc sous-gonflé, quand c'est pas assez gonflé, ça va être l'extérieur qui touche, donc ça va s'user beaucoup plus rapidement. Et si c'est un pneu surgonflé, du coup ça va être la partie du milieu seulement qui va toucher le sol, donc beaucoup moins d'adhérence. Et en plus de ça, donc il va s'abîmer beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Non, ce soir, ce n'est pas un examen blanc. Hein. Vous pouvez bien évidemment répondre dans le chat. Hein. J'ai juste précisé que si vous vouliez prendre une feuille à côté pour noter et ensuite me donner votre résultat, vous pouviez. D'accord? Mais ce soir, c'est pas un examen blanc. C'est mardi prochain. Laetitia, on en est à la première question. Non, Kik, il faut que tu te mettes sur chat en direct, pas sur top chat.
C'est bon pour cette première partie, pour cette première question. Donc on fait la pression tous les mois avant chaque long trajet. L'étiquette, elle est dans la porte conducteur. Et on fait attention, donc un pneu qui est mal gonflé, ça va multiplier le risque d'accident. Le pneu peut éclater, vous allez avoir un mauvais freinage, vous risquez l'aquaplanage. En gros, c'est risqué. Voilà. Allez, question 2, c'est parti. Question 2. Lorsque j'utilise la climatisation, j'augmente les rejets de gaz carbonique, oui ou non? Je ne dépasse pas un écart de température maximale avec l'extérieur. Réponse C, 5 degrés. Réponse D, de 10 degrés. Ceux qui étaient là hier au live, vous avez intérêt d'avoir bon à cette réponse, à cette question. Félicitations à Rochane qui a eu son code, mais ça faisait pas longtemps en plus que t'étais là, Rochane, il me semble. Bravo à toi, donc 37 sur 40. Félicitations. Alors, lorsque j'utilise la climatisation, j'augmente les rejets de gaz carbonique, oui ou non? Je ne dépasse pas un écart de température avec l'extérieur de 5 degrés ou de 10 degrés. Alors, en majorité, vous me donnez la réponse A et C. Hop. Validé. Bonne réponse, donc lorsque j'utilise la climatisation, effectivement, donc ça va rejeter du gaz carbonique, donc ça va polluer. Et il faut bien faire attention à ne pas dépasser donc 5 degrés de différence avec la température extérieure. Donc ça veut dire que si dehors il fait 30 degrés, vous allez devoir régler votre climatisation sur 25. Il faut pas plus de 5 degrés de différence, d'accord? Sinon vous allez consommer plus, polluer plus et en plus de ça, comme je vous ai dit hier, tomber malade. C'est bon pour tout le monde là-dessus sur la climatisation? Alors juste si vous voulez, je vous fais un petit rappel au niveau de l'image, même si ce n'est pas en rapport avec, l'environnement, excusez-moi. Donc la petite image que vous avez, donc le premier bouton avec les chiffres, c'est la force de l'air dans l'habitacle, d'accord? Donc que ce soit votre chauffage, la clim ou quoi que ce soit, ça va être la force de l'air. Ensuite, la commande du milieu, c'est où va se diriger l'air dans l'habitacle. Donc est-ce qu'il va aller au niveau de mon visage, au niveau de mes pieds, au niveau de mon pare-brise, d'accord? Les boutons qui sont au milieu, vous avez celui du recyclage de l'air, donc c'est celui avec la petite voiture. Le AC, c'est justement la climatisation. Et du coup, le bouton qui se trouve complètement à droite, c'est chaud ou froid. Est-ce que je veux mettre du froid, de l'air froid ou de l'air chaud dans ma voiture? Voilà. Donc ça, c'était juste un petit récap. Allez, question 3, c'est parti. Question 3, l'utilisation d'un mode de transport alternatif à l'automobile. Réponse A, fluidifie la circulation. Réponse B, réduit la pollution et le bruit. Réponse C, augmente le risque d'accident. Alors, donc si je comprends bien, la température de mon véhicule doit être la moitié de la température de l'extérieur. Est-ce que c'est bien ça? Non, Laetitia, c'est pas ça. On a dit tu dois avoir 5 degrés de différence maximum. Donc comme je disais, si dehors il fait 30 degrés, à l'intérieur de ta voiture, ta climatisation, tu vas la mettre sur 25. Ça veut dire que tu n'auras que 5 degrés de différence. 25 à l'intérieur de ta voiture, 30 à l'extérieur. Donc l'utilisation d'un mode de transport alternatif à l'automobile. Donc réponse A, fluidifie la circulation, réduit la pollution et le bruit, augmente le risque d'accident. Félicitations à Jocelyn aussi qui a du 39 sur 40. Waouh, bravo à toi. Alors, comme je disais, j'ai vu une question passer, j'ai pas eu le temps de voir le pseudo, mais quelqu'un m'a demandé pourquoi on ne dépassait pas ces 5 degrés de différence avec la climatisation. Donc, comme je vous l'ai dit, parce que sinon vous allez vraiment surconsommer, vous allez avoir une grosse consommation de carburant, du coup vous allez polluer beaucoup plus, et comme je disais, en plus de ça, vous risquez tout simplement de tomber malade avec le chaud-froid. Voilà, ça c'est le petit plus qui n'a rien à voir avec le code, mais qui est très très vrai. Ok, donc réponse A et B. Alors, Kik, ne dis pas t'es trop bête, mais effectivement, juste tu as lu trop vite. Et faites bien attention de ne pas lire trop vite vos questions, d'accord? Mais personne n'est bête, on apprend. Allez, hop.
Bravo, donc bonne réponse, réponse A et B, donc l'utilisation d'un mode de transport alternatif à l'automobile. Ça veut dire que vous allez utiliser un autre moyen de transport plutôt que votre voiture. Ça va servir donc à fluidifier la circulation. Forcément, s'il y a moins de voitures sur la route, ça va fluidifier le trafic. Et du coup, vous allez également réduire la pollution et le bruit. D'accord? Donc réponse A et B, bravo à tous. Allez, Zou, question suivante. Question 4. Pour faire chauffer mon moteur froid sans trop polluer, mieux vaut réponse A, faire chauffer le moteur à l'arrêt. Réponse B, rouler tranquillement lors des premiers kilomètres. Réponse C, privilégier un court trajet. Un trajet court, c'est pareil. Donc là, pareil, hein, ceux qui ont participé au cours, vous avez normalement toutes les réponses. Vraiment, j'espère trop que vous alliez me faire que des 10 sur 10 ce soir. Vous savez même pas à quel point, j'espère. Donc pour faire chauffer mon moteur froid sans trop polluer, mieux vaut faire chauffer le moteur à l'arrêt, rouler tranquillement lors des premiers kilomètres ou réponse C, privilégier un trajet court. Ok, donc réponse B en majorité dans le chat. J'attends que les petits derniers répondent et ensuite je vous donne la correction. Ok, donc que des réponses B quasiment dans le chat. Quelques réponses A. Hop. Réponse B, bravo à tous ceux qui m'ont donné la réponse B. Ceux qui m'ont donné la réponse A, j'espère que vous n'étiez pas là au cours parce que j'ai pas arrêté de le répéter. Surtout, le fait de faire chauffer votre moteur à l'arrêt, c'est une... ça fait partie des choses qu'on voit très souvent, les gens le font, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire, d'accord? Le fait de faire chauffer votre moteur à l'arrêt, ça va tout simplement beaucoup plus polluer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que sur les premiers kilomètres, vous devez justement rouler tranquillement le temps que votre moteur chauffe, d'accord? Donc réponse B. On ne fait jamais chauffer son moteur à l'arrêt, même en hiver. Jamais, jamais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Si je vais trop vite, vous me le dites. Ok, donc c'est bon pour tout le monde? Question suivante. Hop. Question 5. Une conduite nerveuse peut engendrer une surconsommation de carburant maximale de 10, 20, 30 ou 40%. Alors Rachida, tu me dis, à l'arrêt, on utilise le start and stop. Alors, ça n'a rien à voir à l'arrêt, le start and stop. Là, on parlait de tu es arrêté, ton véhicule, tu le démarres, d'accord? Et tu le laisses chauffer sur place. C'est-à-dire que tu n'as pas encore roulé avec ta voiture. Ok? L'utilisation du start and stop, c'est lorsque tu es à l'arrêt, par exemple, à un feu, dans les bouchons. Donc là, ça veut dire que ta voiture, elle a déjà roulé. Et le start and stop, une fois que tu vas rester trop longtemps à l'arrêt, le start and stop va faire que donc le moteur va s'arrêter et va redémarrer tout seul. C'est deux choses différentes, d'accord? Là, on parlait vraiment du fait de laisser son véhicule encore en stationnement, démarrer le moteur, le temps qu'il chauffe, et ensuite on part, d'accord? Donc ça, c'est non. On roule gentiment sur les premiers kilomètres. Ok, donc un maximum de réponses D pour cette question numéro 5. Hop, validé. Bonne réponse, donc une conduite nerveuse peut engendrer une surconsommation de carburant maximale de 40%. Donc c'est quoi une conduite nerveuse pour ceux qui n'étaient pas là au cours? Donc c'est le fait d'accélérer et de freiner sans cesse, d'accord? Donc j'accélère, je freine, j'accélère, je freine, j'accélère, je freine. D'accord? Ça va augmenter votre consommation de carburant du coup de 40% pardon, environ. Vous allez utiliser vos pneumatiques plus rapidement. Vous allez également utiliser vos disques et vos plaquettes de frein beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc une conduite souple, vous devez adopter une conduite souple. Une conduite souple, ça consiste à éviter justement les accélérations et les freinages et à anticiper les situations le plus possible, d'accord? Et pareil, on garde une vitesse constante, garder la même allure pour consommer le moins possible et du coup polluer le moins possible, d'accord? Donc quand je dis circuler à la même allure, ça veut dire que si c'est limité à 50 km/h, plutôt que de faire 40, 30, 35, 50, il faut rester le plus possible à 50 km/h par exemple. Ou alors rester à 40, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, rester le plus possible à la même allure. C'est comme ça que vous allez le moins consommer.
Ok, donc question suivante, c'est parti. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, on va aller vite ce soir, vous allez avoir du temps pour me poser vos questions. Question 6. Par forte chaleur, il est préférable au démarrage, réponse A, de fermer les vitres et mettre la climatisation. Réponse B, aérer le véhicule et rouler vitres ouvertes quelques minutes. Alors, les plaquettes de frein, qu'est-ce que c'est, Cyriane? C'est en fait tes freins, ça va faire un espèce de disque comme ça. Et les plaquettes, c'est les espèces de pinces qui vont venir pincer justement ce disque. J'essaie de trouver une image. Hop, attends, j'ai trouvé. Et maintenant. Donc c'est tout simplement une petite mâchoire qui va venir serrer tes disques de frein. Ok, donc réponse B pour par forte chaleur, il est préférable au démarrage de fermer les fenêtres et de mettre la climatisation. Ou réponse B, d'aérer le véhicule et de rouler les vitres ouvertes. Ah, alors là, vous n'êtes pas tous d'accord. J'ai soit des réponses A, soit des réponses B. Pas mal de réponses B, donc hop, quand même un peu plus. Réponse B, je valide. Bonne réponse, donc réponse B, par forte chaleur, il est préférable au démarrage d'aérer votre véhicule. Je vous rappelle que vous devez favoriser, donc quand il fait très chaud, les stationnements à l'ombre. Ça vous évitera justement que votre véhicule surchauffe, enfin chauffe à l'intérieur, en tout cas que vous ayez trop chaud. Donc vous, dès que vous arrivez, vous aérez directement. Donc on ouvre grand les portes, on ouvre grand les fenêtres, d'accord? Et ensuite, donc, on roule doucement, donc, les vitres ouvertes, d'accord? Quelques minutes. Et ensuite, après, je peux mettre la climatisation. En faisant bien attention de ne pas dépasser les 5 degrés de différence. Hop, question suivante, c'est parti. Question 7. L'intermodalité consiste à, réponse A, utiliser un véhicule avec plusieurs passagers. Réponse B, associer pour un seul trajet plusieurs modes de transport. Réponse C, alterner les jours d'utilisation de véhicules. Et oui, Rachida, t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Tu me dis si parce qu'elle nous dit si ça tenait qu'à moi, j'aurais dit A direct. Mais effectivement, tu n'es pas la seule. Beaucoup, beaucoup de personnes font ça directement. Ils allument la climatisation. Mais pareil, ça va consommer beaucoup de carburant et polluer énormément. Donc l'intermodalité consiste à utiliser un véhicule avec plusieurs passagers, associer pour un seul trajet plusieurs modes de transport. Réponse C, alterner les jours d'utilisation du véhicule. Donc réponse B, je valide. Hop. Bonne réponse. Donc l'intermodalité, c'est effectivement associer pour un seul trajet plusieurs modes de transport. Donc comme j'expliquais, je vais au travail, je prends ma voiture, je la gare au parking relais. Ensuite, je vais prendre donc le train et après, je vais prendre le métro et je suis arrivée au boulot. D'accord? Donc, j'ai utilisé pour un seul trajet, donc mon trajet maison-travail, j'ai utilisé donc plusieurs modes de transport. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. D'accord? La réponse A, donc utiliser un seul véhicule avec plusieurs passagers. Donc, ça, c'est le covoiturage. D'accord? Donc, le covoiturage, c'est le fait d'utiliser une seule voiture avec plusieurs passagers à l'intérieur, d'accord? Je fais, par exemple, je vais au travail tous les jours, mon collègue il habite à côté de chez moi, et bah on va faire du covoiturage. On va aller ensemble au travail avec une seule voiture plutôt que de prendre chacun sa voiture. Ensuite, attendez, excusez-moi. Alterner les jours d'utilisation du véhicule. Ça, je vous rappelle que c'est lors des pics de pollution. Lorsque la pollution dans l'air, elle est trop forte, en fait, il peut y avoir des restrictions, d'accord? Et le fait d'alterner les jours d'utilisation du véhicule, ça peut faire partie justement
des restrictions. Par exemple, cette semaine ou ce jour-là, je peux utiliser ma voiture que si ma voiture a un numéro de plaque impair. Edna, on en est à la question 7. Et du coup, juste petite précision, donc on a vu l'intermodalité, on a vu le covoiturage et l'autopartage. Je vous rappelle que c'est le fait de louer une voiture, d'accord? Vous allez louer une voiture pour un laps de temps, donc le même principe que les Vélib, d'accord? Vous utilisez donc la voiture, vous la replacez à un endroit et quelqu'un peut utiliser également cette voiture, d'accord? Ça c'est l'autopartage. Autopartage, pensez au Vélib. Je partage une voiture qui ne m'appartient pas. Covoiturage, c'est je partage ma voiture. Et auto-partage, je partage une voiture qui n'est pas la mienne. Polluer, ça veut dire que c'est mauvais pour la planète. Oui, exactement, c'est ça, Cyriane. Ouais, alors, vu qu'on a été très très vite sur cette série, je vous propose deux choses, d'accord? Je vous le mets carrément, je vais vous le mettre dans le chat. Je vous propose deux choses. Soit on fait une autre petite série, d'accord? J'en trouve une rapidement et on en fait une autre ensemble. Ou soit vous me posez vos questions, d'accord? Donc vous me dites, je vous mets un petit sondage dans le chat et vous me dites ce que vous voulez. Hop. Hop. Question. Et hop là. Non. Et ben j'y arrive pas, c'est génial. Hop là. Hop là. Ok, allez, on se dépêche de finir, comme ça si on a le temps, on peut faire une autre série. Donc question 7, c'est fait. Question 8, la conduite éco-citoyenne, c'est faire de la marche à pied ou du vélo pour les courts trajets. Oui ou non, prendre les transports en commun en ville, oui ou non. À vous de jouer. Donc la conduite éco-citoyenne, c'est faire de la marche à pied ou du vélo pour les courts trajets, prendre les transports en commun en ville. Alors, réponse A et C au maximum. Donc réponse A, c'est validé. Bonne réponse, donc faire de la marche à pied ou du vélo pour les courts trajets. Donc c'est ça le fait de faire de la conduite éco-citoyenne, d'accord? Prendre les transports en commun, ça en fait partie. Rappelez-vous, c'est l'écomobilité ou la conduite éco-citoyenne. En gros, c'est exactement la même chose, d'accord? C'est utiliser tout simplement des moyens de transport doux. Ce qu'on appelle des moyens de transport doux, c'est des moyens de transport qui sont moins polluants. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Ou est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc on continue. De la marche est considérée comme de la conduite? Oui. Alors, avoir une conduite. Attention, avoir une conduite, c'est comme avoir une conduite exemplaire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas la conduite en elle-même en étant dans une voiture, d'accord? Ou en conduisant un vélo, etc. C'est par exemple, c'est le même terme que avoir une conduite exemplaire. Ça veut dire bien se comporter. Et ben là, c'est la même chose. Je vais bien me comporter avec la planète, d'accord? Par rapport à mes moyens de déplacement, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est la conduite éco-citoyenne. C'est pas la conduite en mode conduite au volant, ok? Éco-citoyenne, ça veut dire donc une conduite que la personne, donc vous allez faire attention, d'accord? Ça veut dire que vous allez
L'écologie, c'est faire attention, d'accord? C'est faire attention justement à la planète, etc. Donc vous, en utilisant ce type de déplacement, vous allez faire attention à la planète. Donc c'est éco-citoyenne. C'est en tant que citoyen, vous faites attention à votre mode de déplacement. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. Ok, question suivante, question 9. Donc question 9, les moyens de transport alternatifs à la voiture diminuent le stress, oui ou non? Le temps perdu à chercher une place de stationnement, réponse C, oui, réponse D, non. Et n'oubliez pas de répondre au sondage, comme ça on me dit qu'on a bientôt fini. Comme ça je sais si soit on laisse les questions libres, comme ça vous me posez toutes vos questions code, ou soit on refait une série. Ah, super, merci Saïda. Tu me dis grâce à toi, je connais l'autopartage. Avant, je confondais avec le covoiturage. Donc, je suis contente. Alors, j'ai vu une question passer. Je vais essayer de la retrouver. Ah, ça veut dire quoi, éco-citoyenne? J'ai expliqué. Alors, transport en commun, ça veut dire que les bus de ville. Non, non, transport en commun, c'est tout. Hein. Tous les modes de transport. Transport en commun, c'est les tramways, les bus, le RER. Ça fait partie des transports en commun. Alors, réponse A et C. Validé. Bonne réponse, donc réponse A et C. Les moyens de transport alternatifs à la voiture diminuent le stress. D'accord? Vous allez être moins stressé parce que tout simplement, vous n'avez pas besoin de chercher une place de stationnement. Vous allez, du coup, ce n'est pas vous qui êtes au volant, donc moins aussi de concentration. Et le temps perdu à chercher une place de stationnement, donc du coup, oui, d'accord? Vous allez gagner du temps en utilisant donc les moyens de transport, vu que vous n'avez pas le temps de chercher une place. Donc réponse A et C. Ok, dernière question, on va mettre fin au sondage du coup. La consommation de carburant de ce véhicule est considérée comme faible, oui ou non? Le taux d'émission de CO2 est inscrit sur le certificat d'immatriculation. Oui ou non? Pareil, ça vous aviez les réponses dans le cours d'hier. Je zoome l'étiquette. Alors, pour les lives Kik, pour les lives Ornicar, tu peux les avoir directement depuis ton compte Ornicar, d'accord? Tu vas dans l'espace leçon et live, tu descends et juste en dessous de ma photo, tu as marqué prochain live et replay. Et donc grâce au replay, tu vas avoir accès à tous nos anciens lives. Et sinon, tu vas avoir un petit bouton qui va s'afficher avant chaque 30 minutes avant chaque live avec marqué participer au live. Tu n'auras plus qu'à cliquer dessus. Le mardi, le jeudi et le vendredi. Ok, donc pour cette question 10, réponse A et C. Ok, c'est validé. Donc bonne réponse, la consommation de carburant de ce véhicule est considérée comme faible. Oui, étant donné que sur notre étiquette énergie, on peut voir que c'est la classe A de couleur verte. Donc on l'a vu hier, classe A et couleur verte, ce sont justement les véhicules qui vont être le moins polluants. D'accord? Et deuxième partie de la question, le taux d'émission de CO2 est inscrit donc effectivement sur cette fameuse étiquette énergie, mais aussi sur le certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation, je vous rappelle que c'est la carte grise. Ok? Donc, juste pour détailler notre petite étiquette, d'accord? Donc, on a bien la marque de la voiture, le modèle de la voiture, ok? La consommation de carburant et son taux de pollution, son taux de CO2, d'accord? Donc, c'est ça qui doit être affiché sur une étiquette énergie lorsque vous achetez un véhicule neuf, vous devez obligatoirement avoir cette étiquette. Les moins polluants, c'est la catégorie A et B. La plus polluante, c'est la catégorie G. Allez, on voit notre résultat. Donc 10 sur 10, bravo à tous. Maintenant, je regarde dans le chat, je vois que j'ai eu pas mal de réponses. Donc pour l'instant, je vois que des 10 ou des 9 sur 10. C'est très très bien, je suis fière de vous. Alors, Anna, oui, ça reste quand même un petit peu polluant, d'accord? Non, Kik, on ne vend pas de live, on ne vend pas de livres de code. Par contre, effectivement, sur notre site,
tu as tous les cours de code, enfin un livre de code en gros, mais sauf que c'est en écrit sur le site. Ok, donc il est temps pour moi de vous laisser, il est 19h, donc merci à tous pour ce live. En tout cas, je suis très très fière de vous sur la série de l'environnement, vous avez compris vos cours, vous me l'avez montré ce soir, donc bravo à tous vraiment, je suis super contente. Donc semaine prochaine, on se retrouve donc mardi pour un examen blanc. Donc je vous rappelle, on se met en condition examen, d'accord, pour mardi prochain à 18h30. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à mardi. Au revoir ma petite Orni Family.